Merci Eric. Donc, dans cette troisième table ronde, on va vous parler surtout de prévention collective et où on a vu ce qui est… Excuse-moi, juste si vous pouvez vous présenter tous les deux. Oui, j'allais y arriver, Eric. Pas d'inquiétude. On va vous parler donc de prévention collective et où effectivement, à la fois dans vos questions et dans ce qui a pu être dit déjà par nos confrères sur les tables rondes précédentes, l'idée en prévention, c'est d'être et d'intervenir le plus en amont possible. Alors bien évidemment, il y a des réponses à apporter sur le plan individuel quand cela est nécessaire, parfois un peu en urgence, mais l'idée, c'est effectivement en prévention de pouvoir intervenir le plus précocement possible sur un registre collectif et d'intervenir aussi au niveau de l'organisation du travail. Donc ça va être tout l'objet de notre table ronde qu'on va essayer de rendre le plus concret possible, pas simplement en vous donnant des règles et il y a qu'à faucon, mais en vous donnant des exemples un peu concrets d'entreprises qui se sont déjà engagées sur ce type d'action et vous parler de ce qui fonctionne et en vous donnant et en illustrant avec quelques exemples. Donc, je m'appelle Alexis Péchard, je suis le président fondateur du cabinet GAE Conseil, qui est une structure indépendante spécialisée dans la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Nous intervenons exclusivement pour des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, des collectivités également, bien sûr. Et puis, nous intervenons aussi beaucoup auprès des jeunes apprentis en CFA, qui sont des salariés. Là aussi, pourquoi? Parce que nous avons la conviction que plus on intervient tôt, mieux c'est. Donc là aussi, auprès des jeunes, avant même qu'ils rentrent, même s'ils rentrent déjà d'une certaine manière dans la vie active. Je vais donner la parole à Dominique qui va se présenter, puis on va démarrer cette table ronde. Oui, donc bonjour, je suis Madame le docteur Dominique Delahecque, je suis médecin en santé au travail. J'ai une longue carrière derrière moi, je dois dire, et j'ai travaillé longtemps en tant que médecin coordinateur du groupe ArcelorMittal, donc de la sidérurgie française, et je suis actuellement médecin en santé au travail du groupe Saint-Gobain. J'accompagne Saint-Gobain actuellement dans la mise en place, justement, c'est le sujet qui nous intéresse, ça tombe bien, la mise en place d'un dispositif de prévention des risques liés aux conduites addictives. Donc, c'est comment accompagner une entreprise à construire, à bâtir, avec tous les interlocuteurs de l'entreprise, une démarche de prévention qui tienne la route et qui prenne en compte tous les sujets dont on a parlé, que ce soit dans la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, je pense que je laisse la parole de nouveau à Alexis et puis je finirai avec l'œil du médecin, à l'avis du médecin, comment accompagner les entreprises. Voilà. Juste une petite parenthèse, je partage un chat donc d'une collègue là, qui nous envoie un message le 19 avril, en 3 heures de contrôle, 14 conduites sous stupéfiants sur la 1 près d'Arras. Information sur la voie du Nord. Donc c'est quand même quelque chose qui tente à confirmer que ça monte bien en puissance. Merci. Donc là, je vais vous partager seulement une diapo globalement qui va résumer un petit peu mon propos, celle qui s'affiche à l'écran maintenant. L'idée, c'est de vous donner un petit peu les grandes lignes de comment se met en place une politique de prévention sur le plan collectif dans une entreprise. Avant ça, ce que je souhaitais rappeler, c'était le contexte dans lequel se met en place ce type de démarche. Souvent, la porte d'entrée, et on l'a un peu entendu dans la table ronde précédente, c'est souvent un volet individuel, parfois un peu en mode pompier, où des entreprises, privées ou publiques, vont nous solliciter parce qu'il y a une situation aiguë et qu'ils sont démunis. C'est souvent une situation qui est connue depuis de nombreuses années, qu'on a eu tendance à essayer de gérer un peu comme on pouvait, et souvent c'était, je le résume comme ça, c'est le salarié dont tout le monde parle mais à qui on ne parle plus, jusqu'au moment où il y a une goutte qui fait déborder le vase. Donc ça, c'est souvent la porte d'entrée, et puis après, il y a souvent, sur le plan des démarches de prévention collective, un élément déclencheur, pas toujours très heureux, parfois un accident de travail, un événement médiatique, un événement en tout cas souvent qui est à l'origine. Donc c'est très important de savoir pour nous quand on intervient dans une entreprise s'il y a cet élément déclencheur, je ne dis pas qu'il existe toujours, mais souvent il y a cet élément qui est très important à prendre en compte pour savoir d'où démarre l'entreprise et dans quel contexte elle nous sollicite. Donc c'est cette première étape pour nous qui va être l'analyse de la demande et de bien comprendre quelle est cette motivation entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise va solliciter un cabinet comme le nôtre pour mettre en place ce type de démarche.
On va construire, co-construire avec l'ensemble des parties prenantes. Ce n'est pas nous qui construisons, on va amener une méthodologie, on va être garant d'un certain nombre d'aspects méthodiques de ce point de vue-là, mais ce n'est pas nous qui faisons à la place de l'entreprise, nous sommes simplement dans un rôle d'accompagnement et d'accompagnement à un moment donné. L'idée, c'est que l'entreprise soit autonome, sans nous, après notre intervention, pour piloter cette action de prévention. Ça aussi, c'est un élément qui est très important. Une démarche de prévention, ce n'est pas uniquement avec un cabinet conseil ou une association ou un consultant externe ou qui que ce soit, en se disant on va la construire en 2022, puis en 2023, il ne se passe plus rien parce que le consultant, il n'est plus là. Ça ne fonctionne pas si vous faites ça. Alors vous pouvez, hein, ça va être une action coup de poing, une action phare, une action de communication, enfin, vous lui donnez le nom que vous souhaitez, mais ce n'est pas véritablement une action de prévention. Une action de prévention, ça s'inscrit dans la durée, donc ça s'anticipe et ça se prévoit dès le départ, avec donc un certain nombre de prérequis. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour qu'une démarche de prévention, elle fonctionne. Pourquoi? Parce qu'une démarche de prévention des addictions, c'est potentiellement une démarche d'accompagnement au changement culturel à l'égard de ce que l'on peut avoir comme idée et comme idée reçue autour de cette thématique. Donc c'est vraiment toutes ces bases-là qu'on va poser au préalable quand on commence à accompagner une entreprise en prévention collective. On va constituer donc un comité de pilotage qui va être en charge de co-construire avec nous cette démarche de prévention. On va faire un diagnostic sur le plan organisationnel. Christelle évoquait tout à l'heure un certain nombre de fiches pratiques sur le site Addicted. Donc là encore, je ne vais faire qu'insister et vous inviter, si vous ne connaissez pas déjà, à y aller, notamment sur Addicted Pro. Et vous avez des fiches qui peuvent très bien vous aider aussi pour faire ça en autonomie, hein, cette première étape d'évaluation de vos facteurs, de risque, notamment sur le plan de l'organisation du travail. Je vous ai mis les liens sur le chat. Je vous ai mis les liens sur le chat, n'hésitez pas à me le demander, envoyer des mails, on vous les transmet au plus vite. Au-delà de ces questionnaires et de cette étape, vous pouvez bien évidemment regarder plus loin en termes de démarche et de prévention des risques psychosociaux. Bien évidemment, il y a des ponts, donc regardez, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être des facteurs d'alerte et sur lesquels vous pouvez rebondir en lien avec la démarche que vous allez mettre en place sur la thématique des addictions. Faire une étude documentaire aussi, c'est important, hein, au niveau du document unique, au niveau du règlement intérieur, vous assurez que ces documents soient bien à jour, que vos procédures aussi existent à la fois sur ce qui va relever de la gestion d'un état inhabituel ou éventuellement d'un état chronique, savoir comment agir vis-à-vis d'un collaborateur en difficulté ou en détresse. Vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en place de ce point de vue-là et qui seront extrêmement pratiques, hein. Les managers, les salariés, ils ont besoin de réponses pragmatiques. Là encore, il ne faut pas leur dire y a ci, il y a ça, il y a K, il y a bon. Ça ne fonctionne pas. Donc, il leur faut des réponses extrêmement pragmatiques. Donc, c'est des outils que vous pouvez construire dans cette étape-là. Ensuite, vous allez donc construire de manière collaborative, hein, cette démarche de prévention. Il va falloir tenir compte de vos enjeux en termes de santé et de sécurité au travail, de votre culture d'entreprise, de là où vous avez envie d'aller, de la manière dont vous avez envie de communiquer, de quels vont être vos freins, vos leviers, vos ressources. C'est très important. Ça peut être, si vous êtes dans un grand groupe, d'envisager un socle commun au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, et puis ensuite de l'adapter localement. J'accompagne un certain nombre de grands groupes qui sont assez décentralisés et qui ont cette méthodologie-là, c'est-à-dire qu'ils vont construire des méthodes en centrale, et après, ces outils, cette politique groupe va être déclinée localement pour être adaptée aux enjeux métiers, aux enjeux de site, aux enjeux culturels, avec des marges de manœuvre. Alors, dans un certain cadre réglementaire, malgré tout, on ne va pas tout réinventer ou aller à l'opposé de ce qui est envisagé par l'entreprise, mais en tout cas, en tenant compte de certaines adaptations, c'est aussi important et c'est ce qui va permettre à l'ensemble des parties prenantes de s'approprier la démarche. Et ça, c'est essentiel. C'est un projet qui participe à un moment au dialogue social quand même avec vos partenaires sociaux et c'est essentiel de les associer dès le départ. Je ne l'ai pas dit, mais en étape 1, vous voyez, présentation en CSE, là aussi, bien évidemment, c'est la clé. Alors, je profite d'une pause, parce que j'ai entendu politique, enjeux, culture d'entreprise, outils. Moi, je vous dis RSE. Les entreprises qui sont orientées vers la RSE ou une ISO 45001, donc c'est la santé, sécurité au travail, sont tout un tas de supports qui vont vous aider à justement donner du corps à tout ça. Pour rebondir, nos interlocuteurs dans les entreprises aujourd'hui sont majoritairement des directions HSE, un petit peu les services RH, un petit peu effectivement, et depuis quelques années, on observe effectivement des interlocuteurs du côté de la RSE, pas assez à mon goût, mais ça commence
ça commence à émerger. Donc, merci pour cette remarque. Ensuite, donc, ce comité de pilotage, sur quelques mois, va construire donc, cette démarche de prévention. Et puis, ensuite, il va falloir la déployer et l'accompagner. Et donc, ça passe par quoi? Ça va passer par des actions de sensibilisation de terrain, adaptées là aussi à votre public cible. Donc, tout à l'heure, Eric a vendu un petit peu la mèche, et puis vous l'avez sans doute vu en arrivant. Vous avez vu des objets peut-être un peu bizarres ou un peu curieux, ou des choses qui vous ont donné envie de manger ou de boire. J'espère que vous n'y avez pas trop touché. Donc, c'est un escape game. C'est un des exemples d'ateliers de choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut déployer. Donc, chez GE Conseil, on a comme ça une quinzaine d'ateliers aujourd'hui pragmatiques et thématiques qui permettent d'aborder autrement le sujet de la politique active, avec pour objectif d'ouvrir le sujet, d'ouvrir le débat en dehors de tout tabou, et surtout d'accompagner à la fois les résistances éventuelles sur ces thématiques et puis en même temps les idées reçues en fonction de là où sont les collaborateurs. Donc, c'est vraiment cette phase de sensibilisation qui est essentielle. Deuxième étape, ou avant d'ailleurs, mais la formation, la ligne managériale, pour savoir comment orienter et puis faire aussi en sorte qu'on n'oriente pas dans l'urgence, mais qu'on anticipe le plus tôt possible, là encore, sur le registre individuel. C'est essentiel. Donc, c'est vraiment cette culture de prévention et qui doit se faire dans la confiance. Et puis, alors, j'arrive pas à lire parce que je n'ai absolument pas bonne vue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit en troisième ligne. En tout cas, en quatrième ligne. Voilà. Et puis, ce qui va être très important, ça va être le suivi. Donc, c'est au préalable, c'est de se fixer quand on accompagne les entreprises. On les accompagne sur 1 an, sur 2 ans en général, et puis après, elles circulent en autonomie. L'idée, c'est d'avoir construit au préalable aussi un certain nombre d'indicateurs de suivi pour voir comment, je dirais à temps zéro, et puis au bout d'1 an, et puis à N+1, comment cette démarche de prévention elle évolue, comment elle s'inscrit, et puis quels vont être éventuellement les retours d'expérience à prendre en compte pour être toujours dans une démarche d'amélioration continue et aller toujours plus loin. Encore une fois, je parlais de dynamique de changement culturel, c'est bien de ça dont il s'agit. Et ça ne va pas toujours de soi. Je terminerai mon propos avant de laisser la parole à Dominique pour son retour d'expérience sur sa pratique en tant que médecin du travail, sur quelques exemples qui vont venir illustrer sur des exemples de démarches d'entreprise. Voilà. Alors, comment dans les faits ça peut se matérialiser? Je vais vous donner différents exemples. Premier exemple d'un groupe, exemple de gauche, grand groupe de travaux publics, qui a affiché, et important à souligner, c'est le premier pictogramme en haut à gauche, hein. On ne travaille pas sous l'emprise de produits. Ils l'ont affiché dans leurs 12 fondamentaux de santé-sécurité au niveau de leur politique HSE groupe. Alors tout ça, vous pouvez vous dire, c'est de la com. Oui, c'est de la com, mais c'est un vrai engagement derrière en termes de politique de prévention, et ça fait l'objet d'un certain nombre de déclinaisons et d'actions extrêmement pratico-pratiques, et notamment avec l'animation de quart d'heure sécurité thématique, où ces 12 fondamentaux font l'objet d'un mois de la prévention. Donc vous avez le mois de l'addiction, de l'addictologie, au cours duquel vont être déployées un certain nombre d'actions de prévention terrain auprès de l'ensemble des collaborateurs, en dehors de tout ce qui va être fait par ailleurs. Comment ça se matérialise? Ça peut se matérialiser aussi, nos amis Leitel le rappelaient tout à l'heure, avec un exemple d'une fiche, je crois, je parle sous le contrôle de Christelle, mais qui propose de construire une charte de prévention des addictions. Un exemple aussi d'engagement, alors dans un gros groupe que tout le monde connaît, mais voilà, où on agit pour la santé et la sécurité, et où la thématique des addictions en fait partie, avec un certain nombre d'engagements et qui sont affichés au plus haut niveau du COMEX de l'entreprise. Après, évidemment, ça se décline, mais il y a une question d'exemplarité et d'image, et ça doit être insufflé et porté par une direction générale, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. On va regarder sur d'autres exemples, hein, sur d'autres typologies d'actions. Là, je vous présente le groupe Visa. Alors, je vous parlais de groupe de prévention. Derrière, il y a aussi beaucoup d'actions de communication. Donc là, on est dans une filiale du groupe EDF chez Dalkia, où derrière, ces groupes de travail et ces comités de pilotage accompagnent donc au quotidien les actions de prévention, et puis après, montent en compétences. Ils sont aussi des relais sur le plan individuel pour des collaborateurs en difficulté. Et donc souvent, ils sont identifiés avec une charte graphique, avec des actions de communication, des actions de prévention pour les pairs, etc. Et donc là, c'est l'exemple du groupe Visa, qui veut dire, et j'arrive pas à lire non plus, mais vivre indépendant sans addiction, il me semble, ou vivre indépendant…
Voilà, c'est ça, je fais de mémoire. Et où ce groupe va être présent sur un certain nombre d'actions de prévention, sur des événements festifs, mais aussi sur des événements de prévention à l'occasion de Safety Day et autres. Sur des moments en tout cas où ils sont identifiés, c'est l'avis du groupe. Hein. Et donc ce qui est important aussi, je souligne le fait que la prévention, c'est dans la durée. L'idée, c'est qu'il y a des membres qui constituent ce groupe. Ils ne sont pas détenteurs d'un savoir, c'est le groupe qui doit en rester détenteur au même titre que dans une association ou dans une entreprise, etc. Donc, quand il y a un membre qui s'en va, il y en a d'autres qui rejoignent, on les forme, ils réintègrent, etc. Mais on ne perd pas ce qui est fait. C'est très important. J'ai accompagné bon nombre d'entreprises qui ont fait de la prévention des addictions pendant 30 ans, mais où on redémarre à zéro parce que tout est perdu et que ça s'est arrêté pendant 2 ans, et puis on redémarre, et puis ça s'arrête. Et puis voilà, c'est des parcours comme sur le plan individuel, en dents de scie, et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc vraiment ayez ça à l'esprit dès le départ pour avoir des garde-fous pour que les politiques de prévention collective perdurent. Je vous parlais de réponses pragmatiques pour la ligne managériale. Ça peut se décliner. On construit beaucoup de guides qu'on adapte pour les entreprises qu'on accompagne en fonction de la cible et des questionnements du terrain. On fait beaucoup d'entretiens individuels par rapport aux attentes qu'ils ont. Souvent, c'est comment je gère un état inhabituel, comment j'aborde le sujet, quelles sont des trames d'entretien, quels sont les acteurs ressources, enfin plein de choses, mais vraiment où on fait des documents extrêmement imagés, extrêmement courts, pas plus d'une page, voire même d'une demi-page, et qui répondent vraiment aux questions du terrain et par rapport à votre politique d'entreprise et ce vers où vous souhaitez aller. Et puis, je terminerai sur comment, au quotidien, il y a des actions qu'on peut mener avec des acteurs externes, des associations, plein d'acteurs qui peuvent évidemment faire des actions de sensibilisation, de la formation et plein d'autres choses. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez faire par vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup chez JAE Conseil. L'idée, c'est de faire monter en compétences dans l'entreprise pour que la prévention, elle passe aussi par les pairs. Et donc, on va construire des outils pratico-pratiques pour l'animation d'accueil sécurité, de quart d'heure sécurité, de causerie, de safety, enfin voilà, quels que soient les noms et les contextes dans lesquels vous intervenez. Et donc, ça peut passer, on travaille beaucoup avec la bande dessinée, mais avec d'autres supports aussi. Hein. On fait, la semaine prochaine, je vais enregistrer des podcasts pour une branche professionnelle. Ça peut être sous forme de, l'année dernière, j'avais travaillé sur des web-séries de prévention en micro-épisodes vidéo de 3 minutes avec des comédiens. Enfin, ça peut prendre des formats extrêmement divers et variés. Là, je vous présente deux bandes dessinées et vous voyez, on revient dans l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure, hein, où avec le pictogramme que vous retrouvez décliné et où là, c'est une bande dessinée, c'est une page A4, recto verso, qui est donnée à tous les collaborateurs, 3 minutes pour lire. Et après, c'est un temps d'échange qui est animé en autonomie par un manager qui a été préalablement formé. La prévention passe par les pairs en interne aussi. Une bande dessinée que j'ai pu rédiger l'année dernière, voilà, qui accompagne et qui à chaque fois une histoire, des conseils pratiques sur là encore les différentes étapes un peu clés des questionnements qui se posent en entreprise, principalement autour des mécanismes liés aux pratiques addictives. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous donner pour vous ouvrir un peu des pistes de réflexion. Et je vais laisser la parole à Dominique en termes de retour d'expérience en tant que médecin du travail. Bon, c'est difficile parce qu'Alexis a tout dit, alors bon. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je pense que tout a été dit. Peut-être j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce qu'on met dans cette démarche pour que ça fonctionne et pour que ça réussisse finalement. Quels sont les ingrédients absolument nécessaires? Bon, franchement, ça part d'abord de l'envie de l'entreprise de se lancer là-dedans, hein, parce qu'on l'a dit, c'est un changement. Et je crois qu'Alexandre l'a dit, Alexis l'a dit, c'est un changement de culture. On avance dans autre chose, dans la maturité, dans la culture de l'entreprise. C'est absolument légitime parce que vous, votre point d'entrée essentiel, c'est quand même évidemment produire, mais produire en sécurité. Donc votre point d'entrée, votre légitimité, c'est d'abord la sécurité, ça c'est non négociable. Et puis évidemment la santé de vos collaborateurs, bien sûr, hein, parce qu'on sait bien que tous ces produits, à un moment donné, il y aura des impacts sur la santé à court, moyen ou long terme. Bon.
Donc, il y a une légitimité à s'occuper de ça. Il y a le climat social, le dialogue social. Bon, tout ça, ça pourrit la vie quand on n'a pas nettoyé, c'est bien clarifié tout ça. Donc, je pense que pour le dialogue social et pour le climat social, c'est nécessaire. Donc, la légitimité, elle est là. Après, il faut absolument que vraiment le haut de l'entreprise, la direction de l'entreprise s'implique là-dedans. Sinon, c'est cuit. D'emblée, c'est cuit. Donc, il faut que la direction dise « Ok, on veut y aller et on veut aller là. » Il faut que l'entreprise, la direction dise « On veut aller à cet endroit-là. » Et il faut que donc, à mon avis, que la direction ait clarifié exactement où elle veut aller et comment. Je me permets de rebondir parce que j'aime beaucoup ce qui vient de se dire. C'est le cas pour tout sujet. On parle de qualité, sécurité, environnement. Oui. Si ce n'est pas porté par vos dirigeants, ça ne sera pas porté du tout. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que l'entreprise, évidemment, s'appuie sur des gens dont c'est le métier. Le directeur, il ne connaît pas forcément comment on va déployer un truc comme ça. Alors, on l'a dit, pour bâtir ensuite donc une démarche, moi j'appelle ça un dispositif, appelez ça une politique, enfin bon bref. La politique, c'est plutôt la politique santé-sécurité, et puis ensuite on met en place un dispositif de prévention des addictions. Alors déjà, vous voyez, quand on parle d'addiction, on l'a dit, c'est vraiment la dépendance. Mais dans une entreprise, il y a très peu de gens dépendants aux produits. Hein. Il y a 1%, 2 peut-être %. Mais en fait, il y a en dessous tous les gens qui ont des consommations à risque, des consommations à problème, dont il faut s'occuper. C'est ça, parce que quand on est sur le 1% de gens addicts, c'est un peu tard. Là, c'est des gens donc, qui relèvent d'une pathologie, on est bien d'accord, et que là, il faut accompagner avec des psychologues, des psychiatres, des addictologues, ok. Ça, c'est vraiment médical du coup. Mais en dessous de ce 1%, la pyramide, hein, on connaît bien ça en accidentologie, c'est tous les gens c'est le fonds de commerce, quoi. C'est les gens qui ont des consommations, consomment rien, la semaine. Mais alors, le samedi et le dimanche, ils se déglinguent. Le lundi matin, ils sont pas frais, quoi. Bah, c'est un problème quand même. Moi, je dis toujours aux gens, vous consommez ce que vous voulez, c'est votre vie privée. Mais les conséquences de votre consommation quand vous êtes dans l'entreprise, ça regarde l'entreprise. Voilà, c'est clair, vous voyez, c'est facile. Hein? Donc, l'entreprise, donc, son problème, c'est de travailler très en amont et de donner tous les moyens aux gens de s'auto-évaluer par rapport à leur consommation. Et ils ne sont pas addicts puisqu'ils sont dans une consommation à risque ou à problème. Donc, ils peuvent se recadrer assez facilement en les accompagnant, en les sensibilisant, en les formant, etc. Bon, alors, première étape, il faut bâtir ce dispositif. On ne peut pas se bâtir ce dispositif si il n'y a pas des gens autour qui s'approprient la démarche. Donc, équipe projet, Alexis l'a dit, on met une équipe projet en place avec toutes les bonnes volontés qu'il faut, mais obligatoirement, il y a des managers, il y a des RH, il y a un médecin infirmière, assistante sociale éventuellement, il y a forcément EHS, partenaires sociaux si c'est possible, on se met autour d'une table et puis on écrit. Alors, déjà, on vérifie le règlement intérieur. Le règlement intérieur, il doit être clair. Il y a encore des entreprises qui ont des règlements intérieurs où on peut, code du travail, à midi ou au casse-croûte, avoir un quart d'hydromel, de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que dit le code du travail? Vous savez mieux que moi. Cidre, poiré, vin, hydromel. Écoutez, ça n'a pas forcément de sens à notre époque. On vient au travail. Bon, bah écoutez, voilà, on est entreprise, zéro alcool, c'est beaucoup plus clair. Alors, vous voyez, zéro alcool, ça ne veut pas dire que quand vous arrivez à l'entrée de l'entreprise, si on contrôlait, vous soyez à zéro. Mais vous êtes au moins en dessous du code de la route puisque vous arrivez en voiture. Bon, ben voilà, déjà, on rappelle que c'est 0,50, ce n'est pas au-dessus. Ça peut être des entreprises qui décident de se mettre en dessous. 0,30, ArcelorMittal avait décidé 0,30, on se met à 0,30. 0,30, c'est un verre, 1 heure avant de prendre son poste de travail. Mais c'est clair, c'est dans le règlement intérieur. Donc, ça cadre le truc, les gens savent. Donc, ceux qui n'ont pas de problème, bah, c'est très facile. Ils sont cadrés par ça. Voilà, règlement intérieur, c'est ça. Le règlement intérieur stipule aussi que quand on a des états anormaux, états inappropriés, l'employeur
peut mettre en place des tests, il peut mettre en place aussi, s'il veut, des tests inopinés. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais bon. En tout cas, dans les états inappropriés, il doit le faire, parce que quand vous travaillez avec des addictologues, ils vous disent que c'est cadrant aussi. Hein. Si vous arrivez dans un état inapproprié que personne ne vous dit rien, où est le problème? Les gens sont souvent dans le déni. Donc, leur dire, bah, écoutez, là, il y a un problème de comportement inapproprié, on fait un éthylotest, il est positif, bah, après, on décide. Alors, je n'ai pas dit non plus qu'on était dans une politique coercitive, parce que c'est ça où il faut vraiment être très clair pour que tout le monde ait confiance. Il faut qu'on s'inscrive bien dans une démarche de prévention et d'aide et d'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, c'est ce que vous avez expliqué, mais il y a aussi donc tous ceux qui sont, je le répète, dans des comportements à risque, et que là, c'est très facile de recadrer avec donc un règlement intérieur clair, etc. Le règlement intérieur donc autorise, je le répète, de faire, et c'est l'arsenal de l'employeur, éthylotest ou test salivaire si nécessaire, quand on recherche les problématiques de cannabis. Hein. Alors ensuite, à préciser dans le règlement intérieur. Ah, oui. Donc, si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers vos UIMM qui vous donneront et vous aideront à règlements mettre intérieurs votre, type. Hein. Bon, alors ensuite, moi je suis pour écrire des procédures. C'est marrant, je suis médecin, mais j'ai appris à force de travailler avec des ingénieurs et des chefs de projet, et des gens qui sont sur la qualité, que si on veut que ça s'inscrive dans la pérennité de l'entreprise et qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui partent et puis hop, il faut recommencer, il faut réécrire à chaque fois, voilà. Si on veut que ça s'inscrive dans l'entreprise, la vie de l'entreprise, ben, je pense que c'est pas mal d'écrire des procédures. Les procédures, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on fait en matière de peau? Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise quand on fête ben, je ne sais pas, l'anniversaire d'un tel, le mariage de l'autre, etc. Avec alcool, sans alcool, ben, ça doit être précisé. Et si on autorise l'alcool, comment? Vous pouvez même le préciser dans le règlement intérieur, aussi, en précisant que c'est vraiment à des moments précis, des personnes qui vont, entre guillemets… Vous pouvez, voilà. C'est en fonction de où l'entreprise veut aller et jusqu'où. Bon, alors, procédure, ça peut être gestion des événements et des vies de l'entreprise, hein, voilà, les événements qu'on fait dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, tout ça, ça peut être clarifié. C'est aussi qu'écrire clairement qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un état inapproprié, qui fait quoi, parce que c'est pas n'importe qui fait les tests, ça peut être n'importe quoi, on doit respecter aussi le droit des gens d'être accompagnés, etc. Enfin, il y a toute une procédure à suivre. C'est aussi une procédure qui me paraît intéressante, c'est de clarifier qui fait quoi lorsqu'on n'est pas dans des états inappropriés aigus, mais chronique, justement, quelqu'un qui est dans un état qui est toujours un peu entre deux, qui est en retard, on suppose qu'il y a une problématique, comment le lui dire, comment, voilà, ça peut faire aussi l'objet d'une procédure. Que fait le manager quand il est confronté à ça et comment il s'appuie aussi sur les services de santé au travail derrière pour reprendre le problème, parce que le médecin, là, il a la possibilité de mettre une inaptitude ou pas en fonction des risques, hein. Hein, parce que vous aviez une question là-dessus autour de ça. Si la personne est dangereuse, pour elle ou pour les autres, le médecin peut mettre une inaptitude temporaire avec possibilité d'accompagnement derrière, de soins derrière, etc., etc. Il y a quand même des possibilités, un arsenal. Hein. Bon, mais il faut le clarifier, ça. Et puis, il y a aussi, derrière tout ça, le rôle des services de santé au travail. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font des tests? Oui, non. Comment? Quelle façon? Pourquoi faire? Bon, etc., etc. Voilà, donc clarifier par des procédures le fonctionnement. Et vous voyez, je repars de ce que vous avez dit. Les ressources dans l'entreprise, elles sont multiples. Il y a les managers, il y a les RH, il y a les collègues, il y a les partenaires sociaux, les services de santé au travail, les services sociaux. Bon, ben d'accord, mais c'est beaucoup plus facile quand on a clarifié qui fait quoi, parce qu'on est tous pour un même but, une démarche de prévention, mais le rôle de chacun va être extrêmement différent, évidemment, et il faut l'écrire, il faut le clarifier. Alors ensuite, tout ça, il faut former tout le monde, parce que si on fait des procédures, ce n'est pas pour les mettre dans des tiroirs, c'est pour que les gens s'approprient. Là, il y a un travail de sensibilisation, de formation des managers, à mon avis, parce que c'est eux qui sont… c'est eux qui, à un moment donné, doivent prendre les décisions, c'est eux qui sont au contact des personnes qui sont en difficulté. Et puis, il y a à écrire aussi comment on accompagne les personnes qui ne vont pas bien. Là, moi, je prône ce qu'on appelle des contrats d'accompagnement
qui peuvent être bipartites entre la personne qui ne va pas bien et le service de santé au travail, comment on l'accompagne dans son processus de s'en sortir, de l'aider, de l'épauler, etc. Et puis, mais aussi plus innovant, des contrats tripartites, où là, la problématique a été relevée par le terrain, c'est-à-dire que c'est l'employeur ou le manager où on est parti d'une problématique, vous l'avez dit, quelqu'un qui arrive en retard, on le lui a signifié, et auquel cas on peut construire, s'il est toujours d'accord, hein, il faut que les gens soient volontaires, un contrat à 3 entre le service de santé au travail, le collaborateur qui est en difficulté et le manager, et comment on l'accompagne pour se sortir de sa problématique. Bon, tout ça, ça doit être dans un climat de confiance. Pour que ça soit dans un climat de confiance, il faut que tout le monde ait participé, qu'il y ait effectivement un niveau de maturité qui émerge. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est important, c'est le concept de vigilance partagée, c'est-à-dire que ça marche bien au niveau de la sécurité, ça, je suis vigilant par rapport à ma propre sécurité, mais je suis vigilant aussi par rapport à la sécurité des autres. Pareil pour la santé. Je vois que tu vas pas bien, je m'autorise d'aller vers toi et de dire, écoute, là, je pense que tu as un comportement à risque. Viens, il faut que tu demandes de l'aide à quelqu'un, l'encourager à demander de l'aide. Et cette aide ne peut se faire que s'il y a un climat de confiance et si on a bien construit une démarche de prévention et pas une démarche de chasse aux sorcières. Parce que sinon, évidemment, si dès qu'il y a un problème, on licencie la personne, c'est terminé, les gens se cacheront et c'est cuit. Donc, vous voyez, un dispositif qui va de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, en passant par un cadre très clair, avec vraiment une implication de la direction. Tout le monde y va dans le même sens, mais en clarifiant le rôle de chacun, en l'écrivant. Formation de tout le monde, en particulier des managers, des formations qu'il faut, là, on peut faire appel à des consultants qui savent faire, hein, parce que ça doit être aussi ludique, ça doit être, bon, quand même, voilà. Sensibilisation aussi de l'ensemble du personnel, et s'engager à accompagner les personnes qui sont en difficulté avec le réseau, les assistantes sociales, les addictologues externes, enfin construire le réseau d'accompagnement. Voilà, avec derrière tout ça, bien sûr, un dispositif, donc derrière, comment dire, un comité de pilotage qui se réunit assez régulièrement avec des indicateurs de suivi, qu'est-ce qu'on a fait, où on va, enfin, etc. C'est une démarche projet, hein, et on est dans une évaluation du risque. Ce que j'encourage aussi à faire au niveau de tous les services de santé au travail, c'est que les gens s'auto-évaluent systématiquement. Dans les documents que vous avez, là, il y a le questionnaire audit. Systématiquement, quand les gens viennent en visite médicale, quelle est votre consommation d'alcool, quelle est votre consommation de tabac, qu'est-ce que vous consommez, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est... Et là, notre rôle, c'est d'évaluer le risque. Est-ce qu'ils sont dans une consommation, ils sont dans un usage qui ne pose pas de problème? Est-ce qu'ils sont dans une consommation à risque, une consommation à problème ou une consommation à risque de dépendance? Et derrière, qu'est-ce qu'on met en place comme conseil, information, voire accompagnement un peu plus musclé s'il faut. Bon, je vais peut-être être un peu long. Non, merci beaucoup, merci. Je rappelle, tous les tests aujourd'hui disponibles sont sur le site Addicted Pro. Donc, on a la consommation d'alcool, on a l'usage du tabac, cannabis, écran, voilà, usage du numérique. Donc, tous les tests sont dessus. Ce n'est pas réservé aux services de santé de faire les tests. N'importe qui peut aller sur le site d'Addicted Pro et Addicted. Et qui aide bien sûr les services de santé, mais je veux dire à titre personnel, on peut déjà aller s'auto-évaluer sur tous les outils qui peuvent exister au niveau français, au niveau international. Mais je trouve votre démarche très intéressante d'utiliser les tests d'auto-évaluation pour en parler, parce qu'on nous parle souvent du tabac en consultation de santé au travail, mais on ne parle pas du reste du tout. Hein. Et il faut évaluer les gens sur leur consommation de médicaments psychoactifs, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, antalgiques, lesquels, hein, sur leur consommation. Ça fait partie, je trouve, de l'évaluation de leur mode de vie, de leur consommation, puis en fonction de ça, on donne les conseils qui vont bien. C'est ce qu'on appelle le repérage précoce et intervention brève, le RPIB. C'est la base de notre métier.
Mais on aura gagné quand les gens s'auto-évalueront eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se posent quelques questions par rapport à la consommation. Je consomme, bon, ok. Tout à fait. Est-ce que c'est un problème? Déjà s'auto-évaluer. Dans peut-être l'entreprise, on peut aussi orienter vers l'auto-évaluation. Tous s'auto-évaluer sur nos modes de consommation. Je voulais juste rebondir et peut-être clôturer sur un exemple d'une entreprise qui a une grande maturité sur la question de la prévention des addictions, parce qu'elle en fait depuis un peu plus de 35 ans. Et 35 ans, pas en dents de scie, comme j'évoquais tout à l'heure, mais 35 ans dans la continuité. C'est pourtant un très grand groupe, hein, plus de 170 000 collaborateurs en France. Donc, c'est pas rien que d'arriver à mener et à faire perdurer ce type d'action de prévention. Et là où ils ont gagné, entre guillemets, c'est que sur le registre individuel, alors, il y a toujours des difficultés, hein, je ne dis pas que c'est parfait, mais quand même, c'est la seule entreprise que je connaisse qui, sur le plan du règlement intérieur, prévoit dans l'une de ses modalités de dépistage la possibilité de s'auto-dépister. Et il y a de la mise à disposition. Alors, je ne dis pas encore une fois que ça fonctionne partout, que c'est fait, etc. Mais malgré tout, ça existe et ça fonctionne dans certains endroits. La possibilité pour un collaborateur de s'auto-dépister et pas... alors, on a parlé des questions de dépistage en cas d'état inhabituel, en cas d'événement de sécurité, plein de choses quand c'est prévu au règlement intérieur. Mais eux, ils vont plus loin et ils ont inscrit la possibilité de s'auto-dépister quand on arrive sur son poste de travail et qu'on a un doute. Avant de prendre son poste, eh ben, on s'auto-dépiste parce que c'est ça aussi la vigilance et à titre individuel. Et à partir du moment où le salarié s'auto-dépiste et qu'il est positif, c'est non suivi de sanction, il en informe sa hiérarchie et il est prévu que, évidemment, si vous faites ça tous les jours, ça va poser un problème, mais voilà, vous avez un certain nombre de règles et de prérequis autour de ça et ça fonctionne. Et voilà, donc voilà, je rebondissais parce que ça m'évoquait cette question d'autodépistage, de test. Merci là, voilà, beaucoup, autour d'un dépistage. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question dans la salle. J'ai deux remarques sur ce qui vient d'être dit. La première, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'un salarié questionné sur sa consommation d'alcool ou de médicaments va véritablement vous dire la vérité? Parce que forcément, on parle ici tout est basé sur la confiance, mais je ne suis pas bien sûre que le salarié, en toute honnêteté, va répondre de façon honnête à la question. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est on parle de règlement intérieur, mais il faut savoir que le règlement intérieur, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite mettre dedans. Malheureusement, l'inspection du travail met son nez et retoque un certain nombre de prérequis qu'on pourrait éventuellement y mettre dedans. En l'occurrence, le zéro alcool, pour l'avoir mis moi-même dans mon règlement intérieur, il a été refusé parce que l'activité de l'entreprise n'est pas à risque et qu'en l'occurrence, on a l'obligation de respecter le code du travail. Donc voilà, donc c'était juste pour montrer qu'il y a des limites à notre bonne volonté. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, que les gens répondent quand on leur... Enfin, service de santé au travail, là, je suis médecin, je pose la question. Les gens répondent ce qu'ils veulent, évidemment. Bon, mais déjà, la question, là, moi, je leur pose. Donc, déjà, ils se la posent. Après qu'ils me répondent en mentant, à vrai dire, je m'en fiche parce que si j'ai un doute, moi, j'ai d'autres façons de faire. Hein. Je vais peut-être demander un bilan, demander des CDTech, enfin des examens qui vont me permettre de savoir si vraiment il a un poste à risque, par exemple. Je veux vraiment savoir s'il y a une problématique. Je vais demander un bilan. Hein. Bon. Donc, il va me dire ce qu'il veut, mais après, il y a l'examen clinique, il y a plein d'autres choses qui fait qu'un médecin repère assez facilement si quelqu'un a une conduite à risque, en particulier au niveau alcool. Voilà. Mais déjà, moi, ce que je cherche là, c'est déjà, il se pose la question lui-même. Vous voyez, puis après, il s'auto-évalue. Globalement, les gens répondent assez bien et assez vite et assez bien. Franchement, globalement. Puis, bon, la première fois, ils sont peut-être surpris, mais quand vous leur posez systématiquement, ils finissent par vous dire, voilà. Donc, moi, c'est plutôt, je ne cherche pas à tirer les vers du nez, vous voyez, je cherche simplement à ce qu'ils se posent eux-mêmes leurs questions, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à un moment donné et ils s'auto-évaluent. Voilà. N'oubliez pas le secret médical. Quand on est face à un médecin, on peut lui dire des choses qui ne sortiront pas de... Oui, puis ça dépend ce qu'on veut. Là, si on est vraiment dans l'évaluation d'une aptitude à un poste à risque, j'irai plus loin. Si je pense qu'il me raconte des carabistouilles, ben je vais demander un bilan et je vais aller plus loin. Hein. Sur les règlements intérieurs, oui, c'est vrai, maintenant, ça commence à changer un petit peu quand même.
et qu'il faut aussi l'argumenter. C'est-à-dire, vous voyez, si... En fait, la règle, c'est de préciser quels sont les postes à risque. Oui. En règle générale, quand vous utilisez une presse plieuse, une cisaille, Oui. enfin des outillages un petit peu... Oui, mais vous êtes dans une entreprise, ça voudrait dire que voilà, vos gars qui sont sur un poste à risque, ils n'ont pas le droit de consommer, puis tous ceux qui sont dans les bureaux, etc., ils ont le droit de faire ce qu'on veut. Bah non, quand même. Je suis d'accord. Vous faites un règlement intérieur pour tout le monde, quoi. Mais si concrètement, si vous ne présentez... précisez pas quel est le poste à risque qui empêche de juste appliquer le code du travail, comme le disait madame, vous allez être toqué. Donc après, on essaie d'ouvrir au maximum en espérant que ça puisse répondre à tout. Oui, mais si vous le présentez aussi à l'inspection du travail, pas idiote, hein, si elle vous les présentez comme une démarche que vous avez bâtie avec vos collaborateurs, où les partenaires sont adhérents et que vous avez envie d'aller plus loin que le code du travail parce que c'est une légitimité, vous avez envie de travailler sur tout ce qu'on a dit, la sécurité, mais aussi la santé, et que vous l'argumentez, je ne vois pas comment l'inspection du travail peut vous retoquer. Vous voyez, si vous y êtes juste avec votre règlement intérieur, c'est embêtant. Mais si vous le posez dans un dispositif global de prévention, avec un travail d'équipe qui a été fait, comme on l'a indiqué, hein, vraiment s'inscrivant dans une démarche de prévention, et que tout le monde en plus est d'accord. Évidemment, si vous y allez en voulant modifier votre règlement intérieur et vos partenaires sociaux n'ont pas bien compris, n'adhèrent pas, bon, voilà, ça va être posé. Juste un tout petit complément d'expérience, là encore plutôt sur des grands groupes où j'ai eu des difficultés sur des mises en place de règlements intérieurs par rapport à ce que vous évoquiez, avec des difficultés où sur la région Alsace c'était validé et puis sur la région Normandie ça passait pas et puis en Île-de-France on avait encore autre chose, donc là ça amenait des complexités pas possibles et donc j'étais envoyé par l'entreprise pour aller négocier région par région avec les inspecteurs et où en fait une des clés que j'ai beaucoup utilisées qui a le mieux fonctionné, alors je parle juste de mon expérience, hein, mais elle vaut ce qu'elle vaut, où j'ai surtout travaillé non pas sur les notions de poste à risque mais d'environnement professionnel à risque et où notamment pour des administratifs où on allait expliquer que certes c'était non pas un poste à risque mais il était amené à évoluer potentiellement dans un environnement qui lui était à risque. Alors tous les environnements ne sont pas à risque, donc ça ne peut pas fonctionner partout. Mais voilà. Et puis après, il y a la définition du risque. Hein, il y a la question d'image, il y a la question... Enfin, voilà. Donc, en fait, si j'entends bien, le discours ici, c'est de travailler le plus possible sur le poste, l'environnement à risque, de bien l'étayer au maximum en tout cas, et d'être en relation avec l'inspection du travail en espérant que ça passe au mieux. Mais voilà, c'est vraiment un point sur lequel il ne faut pas hésiter. Et dernière chose, une entreprise où j'avais connaissance que ça risquait d'être compliqué, j'ai associé l'inspecteur du travail dans le cadre du groupe de travail au tout départ. D'accord ? Et donc, je collabore avec les inspecteurs et les CARSAT au préalable, bien avant les modifications de règlement intérieur et où le règlement intérieur n'arrive pas en premier lieu dans le cadre de la démarche de prévention, mais où on est bien sur le comité de pilotage tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure et où le règlement intérieur arrive un petit peu après et pas en première étape pour ne pas donner l'impression qu'on est sur un versant réglementaire et que la prévention, elle va faire passer la pilule du règlement intérieur. Oui, c'est ça. C'est vraiment le point final. En fait. Mais c'est vraiment cet accompagnement, au même titre que vous faites cet accompagnement avec les partenaires sociaux. Hein. Et le travail en équipe projet, quoi, avec tout le monde. Tout à fait. Oui. Juste une dernière question. Oui, au niveau des CSE, les anciens comités d'hygiène et de sécurité, bon, c'est quand même un sujet tabou. Ça a été longtemps un sujet tabou, hein, le tabac, l'alcool. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'envie des CSE de discuter de ces sujets. Surtout pas de négocier, mais même de discuter de ces sujets parce que c'est vis-à-vis des salariés. C'est qui était très à la mode parce que c'était pas très... Juste pour répondre à ta question, c'est ce que Amine disait tout à l'heure sur le côté culturel. Question de mode, là. Et il y a un côté très culturel dans la consommation d'alcool, dans la consommation de tabac, dans la consommation de drogue aussi, de cannabis, où les jeunes en sont plutôt fiers. C'est plus du tout une honte, c'est plutôt une fierté de dire qu'ils ont consommé. Donc il y a vraiment ce côté culturel et il faut bien sûr en parler tous ensemble dessus. Pour revenir sur la partie inspection du travail, pour revenir sur les CSE, pour revenir sur tout ça, même pour les entreprises, je crois qu'il y a vraiment
une évolution qui est en train de se faire et il y aura une obligation en même temps avec tout ce qui est télétravail. Et alors là, je ne connais pas la position de l'inspection du travail, mais en tout cas, il y a certainement un travail pour pouvoir évoluer justement dans cette réglementation, pour pouvoir prendre en compte ces nouveaux risques qui sont de plus en plus présents et qui devront être pris en compte, peut-être pas immédiatement, mais un petit peu plus tard. Je vais vous proposer une autre solution, à moins qu'il y ait encore une question. Non, alors ce n'était pas une question. Je voulais juste conforter le discours de Madame le médecin par rapport à votre question sur est-ce que les salariés nous répondent franchement quand on leur demande quelle est votre consommation d'alcool ou quelle est votre consommation de tabac. Est-ce que vous prenez du cannabis? Est-ce que vous avez déjà consommé d'autres drogues? Ce sont des questions qu'on pose systématiquement en entretien infirmier, en médecine du travail. Du coup, de cette manière, quand on a bien posé le cadre de l'entretien de santé au travail, que ce soit avec le médecin ou l'infirmière, qu'on est dans le respect du secret médical et dans la bienveillance par rapport à tout ce qui va être échangé, que rien ne sera transmis ni au manager ni à l'employeur. Le salarié généralement répond franchement, avec parfois des petites tensions, parfois quelqu'un qui est un peu mal à l'aise, mais c'est en tous les cas, au moins les choses sont posées. On peut avoir ce discours de prévention de premier abord qui n'empêche que derrière, on puisse aller vers une autre démarche. Et dans l'entreprise où je travaille, on avance vers une autre démarche parce que justement, sortant de tous ces entretiens qu'on fait chaque année, on s'est dit, là, il y a un niveau d'alerte. Le médecin et moi, on a alerté l'employeur en disant, on a trop souvent maintenant de réponses oui à du cannabis, de réponses oui à des consommations d'alcool un peu excessives. Et du coup, l'entreprise s'est mise en route là vers la démarche de prévention pour aller plus loin. Chez entreprise FIVECL. Merci pour ces précisions. On va essayer de passer puis essayer de trouver d'autres solutions. Puis on a... Oui. On a un service de santé au travail qui est décentralisé et pas en entreprise. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en dehors des gens qui ont des CACES, des habilitations bien spécifiques, ils ne voient le médecin du travail qu'une fois tous les 5 ans. D'où l'importance de la prévention en entreprise. Effectivement, une démarche prévention, l'observation en entreprise, quand on a un service de santé au travail interne, c'est tout à fait... mais quand on voit le médecin une fois tous les 5 ans, vous m'excuserez. Tout à fait, et ça va justement dans ce que l'on essaie de faire passer, que la démarche de prévention doit être de l'entreprise. Tout à fait. Le service de santé, c'est un des secours, une des ressources à un moment donné. Ils peuvent également être ressources pour faire de la prévention, mais véritablement la prévention en entreprise, c'est la seule réponse parce qu'en même temps, l'impact dans une petite entreprise sera toujours plus déstabilisant. L'arrêt d'un collaborateur, quand on est 10, a plus d'importance que quand on est 170 000 personnes. Donc, le savoir-faire de la personne, en règle générale, dans une toute petite entreprise, va être beaucoup moins partagé. Et donc, l'impact de l'arrêt de la personne, de l'accident sur une personne, va avoir plus d'impact sur la santé économique de l'entreprise qu'une grosse entreprise qui aura toujours quelqu'un d'autre qui saura à peu près faire la même chose. Donc, bien évidemment, les petites entreprises sont directement concernées. Les services de santé ne sont pas la solution à la prévention. Ça peut être une des solutions, mais ce n'est pas la solution. La solution, si jamais il y en a une, c'est vraiment la prévention le plus tôt possible dans l'entreprise. Je vais juste après enchaîner parce qu'on va revenir un petit peu sur la problématique de règlement et j'espère qu'Antoine pourra nous donner un petit coup de main dessus. Parce qu'au niveau du timing, ça avance. On a démarré un petit peu en retard, on a eu quelques petits soucis techniques. Moi, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus et qu'on puisse faire l'escape game en entier. Juste une petite parenthèse, parce qu'il y a souvent aussi une remarque. Oula. Voilà. Juste une petite remarque sur la prévention, combien ça coûte, parce que c'est souvent un frein aussi dans l'entreprise, où on nous dit oui, mais la prévention, on n'a pas d'argent pour ça ou autre, ça coûte cher la prévention. Donc, je vous ai mis 2 études qui ont été faites. C'est les 2 grandes études, on va dire, qui servent de référence aujourd'hui. Une dans le bâtiment de l'OPP-BTP et une au niveau de l'ISA. L'ISA, c'est l'Association internationale de sécurité sociale. La première étude, c'était fait sur 101 entreprises du bâtiment. Ça a été fait début des années 2010. Et la deuxième, c'était sur près de 300 entreprises dans 15 pays. Et on retrouve à peu près les mêmes chiffres.
C'est-à-dire que le retour sur investissement de la prévention, c'est appelé ROP dans un cas, et de l'autre côté, c'est le gain par rapport aux dépenses. On est à peu près à 2,2. Là, c'est vraiment toutes les démarches de prévention, que ce soit sur les addictions, que ce soit sur les autres risques professionnels. Mais juste, si jamais dans l'entreprise, il y a ce frein sur combien ça coûte la prévention, toutes les études montrent que la prévention, ça marche en fait. Si elle est dans la durée, telle que l'a expliqué Alexis tout à l'heure. Voilà, merci. J'étais juste pour clarifier ce point-là.